Un pays sans accès à la mer, sans ressources naturelles significatives, neutre dans toutes les guerres mondiales. Et pourtant, il contrôle plus de 25% de la fortune privée mondiale. Plus que les États-Unis, plus que la Chine, plus que tous les paradis fiscaux des Caraïbes combinés. Comment la Suisse, un territoire de seulement 8 millions d'habitants, coincé entre les Alpes, est devenu le véritable empire caché de l'argent mondial? Quel secret garde ce pays que même les plus grandes puissances ne peuvent ignorer? Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable histoire du système financier le plus puissant et discret de la planète. Imaginez un pays qui n'a jamais été envahi depuis 1815, un pays qui n'a jamais connu de révolution, de guerre civile ou de crise politique majeure pendant plus de 2 siècles. Un endroit où la stabilité n'est pas un accident, mais une construction méticuleuse. La Suisse aujourd'hui gère environ 8 000 milliards de dollars d'actifs transfrontaliers. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est plus que le PIB de l'Allemagne, la France et l'Italie combinés. C'est plus d'argent que ce que possèdent la plupart des pays sur Terre. Mais voici ce qui est fascinant. La Suisse n'a pas toujours été riche. Au contraire, pendant des siècles, c'était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Un territoire montagneux où la terre agricole était rare et la vie difficile. Les jeunes Suisses étaient si désespérés qu'ils se vendaient comme mercenaires aux armées européennes. C'était leur principale exportation, des soldats. Alors comment ce pays pauvre et isolé est-il devenu le coffre-fort du monde? La réponse ne se trouve pas dans une seule décision ou un seul événement. C'est le résultat d'une stratégie élaborée pendant des siècles, construite sur 3 piliers fondamentaux. La neutralité absolue, le secret bancaire et une stabilité politique inébranlable. Mais pour vraiment comprendre comment la Suisse a construit son empire financier, nous devons remonter bien plus loin que vous ne l'imaginez. En 1815, après la chute de Napoléon, l'Europe entière se réunit au Congrès de Vienne pour redessiner les frontières. Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Toutes les grandes puissances européennes acceptent de garantir la neutralité perpétuelle de la Suisse. Pourquoi? Parce que la Suisse était positionnée à un carrefour stratégique entre la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Plutôt que de se battre pour son contrôle, ils ont décidé que ce serait une zone neutre, un tampon, un territoire où personne n'aurait d'avantage. Mais les Suisses ont transformé cette neutralité imposée en leur plus grand atout. Pendant que l'Europe se déchirait dans des guerres sanglantes au XIXe siècle, la Suisse restait calme. Pendant que les révolutions balayaient le continent, la Suisse développait ses institutions. Et surtout, pendant que les autres pays se méfiaient les uns des autres, la Suisse devenait le seul endroit où tout le monde pouvait faire confiance. Et c'est là que commence l'histoire bancaire. Les premières banques suisses privées apparaissent dans les années 1700 et 1800, mais ce ne sont pas des banques comme les autres. Ce sont des banques familiales transmises de génération en génération. Des institutions qui pensent en termes de siècles, pas de trimestres. Ces banquiers comprirent quelque chose de fondamental. Dans un monde instable, la discrétion vaut de l'or. Au XIXe siècle, l'Europe était en ébullition constante. Des révolutions éclataient en France, en Allemagne, en Italie. Les aristocrates et les riches bourgeois avaient un problème. Comment protéger leur fortune des révolutionnaires, des nouveaux gouvernements, des guerres? La réponse était la Suisse. Les banques suisses ont commencé à offrir quelque chose d'unique, l'anonymat total. Vous pouviez déposer votre argent et personne, absolument personne, ne saurait que c'était le vôtre. Pas votre gouvernement, pas vos créanciers, personne. En 1934, la Suisse a codifié cela dans la loi avec le fameux article 47 de la loi bancaire suisse. Cette loi rendait le secret bancaire absolu. Révéler les informations d'un client n'était pas seulement contraire aux règles de la banque, c'était un crime pénal. Les banquiers pouvaient aller en prison pour avoir divulgué des informations. Cela a tout changé. Et puis sont arrivées les 2 guerres mondiales, et c'est là que la Suisse a vraiment construit son empire. Pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, toute l'Europe était en flammes. Des millions de personnes mouraient, des économies entières s'effondraient, des empires tombaient, mais la Suisse restait neutre, ses banques restaient ouvertes, ses coffres restaient sûrs.
Les riches de toute l'Europe ont commencé à transférer leur argent vers la Suisse. Les Français fuyaient l'instabilité politique. Les Allemands craignaient l'hyperinflation. Les Russes fuyaient la révolution bolchevique. Tous trouvaient refuge en Suisse. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la situation devient vraiment complexe et controversée. De 1939 à 1945, la Suisse était littéralement entourée par l'axe nazi. L'Allemagne au nord, l'Italie fasciste au sud, la France occupée à l'ouest, l'Autriche annexée à l'est. La Suisse était une petite île de neutralité dans un océan de guerre totale. Et pendant ce temps, ces banques faisaient des affaires avec tout le monde. Les banques suisses acceptaient l'or des nazis. Elles acceptaient les comptes des alliés. Elles servaient d'intermédiaires pour des transactions que personne d'autre ne pouvait faire. Était-ce moral? Non. Était-ce légal selon leur neutralité? Techniquement, oui. Après la guerre, il y a eu d'énormes controverses. On a découvert que les banques suisses avaient accepté de l'or volé par les nazis aux pays conquis. On a découvert des comptes bancaires de victimes juives de l'Holocauste qui n'avaient jamais été restitués à leurs familles. Cela a terni la réputation de la Suisse pendant des décennies. Dans les années 1990, il y a eu des procès, des pressions internationales, des compensations. Les banques suisses ont finalement accepté de payer des milliards en réparation. Mais voici le paradoxe. Malgré ces scandales, malgré les critiques, l'argent a continué d'affluer vers la Suisse. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, le monde avait besoin d'un endroit neutre où placer son argent. Et la Suisse était le seul pays qui offrait cette combinaison unique de stabilité, discrétion et expertise. La guerre froide a été une période dorée pour les banques suisses. L'Occident avait son argent en Suisse, l'Est communiste avait ses fonds secrets en Suisse, les dictateurs d'Amérique latine cachaient leur fortune en Suisse. Les magnats du pétrole du Moyen-Orient investissaient en Suisse, les stars de Hollywood protégeaient leur argent en Suisse. La Suisse était devenue le coffre-fort universel et c'était pas seulement le secret bancaire. Les Suisses avaient construit tout un écosystème autour de la gestion de fortune. Ils avaient les meilleurs banquiers privés, formés pendant des années. Ils avaient des avocats spécialisés en droit fiscal international. Ils avaient des gestionnaires d'actifs qui pouvaient investir dans n'importe quel marché du monde. Ils avaient créé des structures juridiques complexes, trusts, fondations, sociétés offshore, tout ce qu'il fallait pour protéger et faire fructifier les grandes fortunes. Avant de continuer avec cette histoire fascinante, si vous appréciez ce contenu approfondi sur l'économie et la finance mondiale, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous publions des analyses détaillées chaque semaine sur les sujets que personne d'autre n'explique aussi clairement. Maintenant, découvrons comment la Suisse a résisté aux pressions du XX et XIe siècle. Dans les années 1980 et 1990, la Suisse gérait tellement d'argent qu'elle était devenue indispensable. Les grandes fortunes du monde entier transitaient par Genève, Zurich, Bâle, Lugano. Prenons quelques chiffres pour mesurer l'ampleur. En l'an 2000, la Suisse gérait environ un tiers de tous les actifs offshore du monde. Un tiers. Plus que les îles Caïmans, plus que le Luxembourg, plus que Singapour, plus que tous les autres havres fiscaux combinés. Les trois grandes banques suisses, UBS, Crédit Suisse et Julius Baer, étaient devenues des géants mondiaux. UBS est devenue à un moment la plus grande banque de gestion de fortune du monde. Mais les Suisses ne se contentaient pas de garder l'argent. Ils l'investissaient, le faisaient croître, le protégeaient. Ils offraient des rendements stables dans un monde volatile. Ils offraient de la sécurité quand tout le reste semblait incertain. Et la Suisse elle-même prospérait. Ce petit pays est devenu l'un des plus riches du monde par habitant. Le PIB par personne en Suisse dépasse 90 000 $, l'un des plus élevés de la planète. Le taux de chômage reste bas. L'infrastructure est impeccable. La qualité de vie est exceptionnelle. Tout cela construit sur la gestion de l'argent des autres. Mais rien ne dure éternellement. Et au début des années 2000, le monde a commencé à changer. La crise financière de 2008 a tout bouleversé. Soudainement, les gouvernements du monde entier cherchaient désespérément des revenus fiscaux. Ils regardaient vers les paradis fiscaux et ils n'étaient pas contents. Les États-Unis ont été les premiers à attaquer. En 2009, UBS a été prise dans un énorme scandale.
le gouvernement américain a accusé la banque d'avoir aidé des milliers d'Américains à cacher de l'argent et à éviter les impôts. La pression était énorme. UBS a finalement accepté de payer 780 millions de dollars d'amende et de révéler les noms de 4 450 clients américains. C'était impensable. Le secret bancaire suisse, sacré depuis presque un siècle, venait d'être brisé. Ensuite est venue la pression de l'Union européenne. Les pays européens perdaient des milliards en revenus fiscaux à cause de l'argent caché en Suisse. Ils ont menacé de sanctions, de listes noires, d'exclusion du marché européen. La Suisse était coincée. Elle pouvait résister et risquer l'isolement économique, ou elle pouvait céder et perdre son principal avantage compétitif. En 2014, la Suisse a signé les accords d'échange automatique d'informations fiscales avec plus de 100 pays. En gros, le secret bancaire pour les étrangers était officiellement terminé. Les banques suisses étaient maintenant obligées de partager les informations sur les comptes étrangers avec les gouvernements concernés. C'était la fin d'une ère. Beaucoup d'experts ont prédit que la Suisse allait perdre sa position dominante, que l'argent allait fuir vers d'autres paradis fiscaux comme Singapour, Hong Kong ou les Émirats arabes unis. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La Suisse ne s'est pas effondrée. Elle s'est adaptée. Les banquiers suisses ont réalisé quelque chose de crucial. Le secret bancaire n'était qu'un des atouts de la Suisse. Ils en avaient beaucoup d'autres. D'abord, la stabilité politique. La Suisse n'a pas connu de changement majeur de gouvernement depuis des siècles. Son système politique de démocratie directe fonctionne remarquablement bien. Il n'y a pas de risque de révolution, de coup d'État ou même de changement politique drastique. Deuxièmement, la stabilité économique. Le franc suisse est l'une des monnaies les plus fortes et les plus stables du monde. Quand les marchés mondiaux tremblent, les investisseurs fuient vers le franc suisse. C'est une valeur refuge. Troisièmement, l'expertise. Les Suisses ont plus d'un siècle d'expérience dans la gestion de grandes fortunes. Ils comprennent les besoins des ultra-riches mieux que quiconque. Ils offrent un service personnalisé que les grandes banques américaines ou chinoises ne peuvent égaler. Quatrièmement, la qualité de vie. Les milliardaires ne veulent pas seulement un endroit où mettre leur argent, ils veulent un endroit où vivre, où leurs enfants peuvent aller dans les meilleures écoles, où ils peuvent profiter de la sécurité et de la beauté. La Suisse offre tout cela. Alors oui, le secret bancaire traditionnel est mort. Mais la Suisse a pivoté vers une nouvelle stratégie, la transparence contrôlée et la gestion de fortunes sophistiquées. Aujourd'hui, les banques suisses se concentrent sur les clients qui respectent les lois fiscales de leur pays. Elles offrent des structures légales, complexes mais légitimes pour optimiser les impôts. Elles investissent massivement dans les nouvelles technologies financières et cela fonctionne. En 2023, la Suisse gérait encore environ 25 à 27% de tous les actifs transfrontaliers du monde. Sa part a légèrement diminué, oui, mais elle reste de loin le leader mondial. Des concurrents comme Singapour ou le Luxembourg ont gagné des parts de marché, mais aucun n'a détrôné la Suisse. Aujourd'hui, l'empire financier suisse repose sur plusieurs piliers modernes. Premier pilier, la gestion de fortune pour ultra-riches. La Suisse s'est spécialisée dans les clients ayant au minimum 50 millions de dollars d'actifs investissables. Pour ses clients, elle offre un service sur mesure absolument unique. Deuxième pilier, le trading de matières premières. Genève est devenue la capitale mondiale du trading de matières premières. Plus de 35% du pétrole mondial est commercialisé via des entreprises basées en Suisse. Le cuivre, le zinc, le blé, le café, des billions de dollars de matières premières transitent par la Suisse chaque année. Troisième pilier, l'industrie pharmaceutique et technologique. Novartis, Roche, Nestlé, ABB. La Suisse abrite des multinationales géantes qui génèrent des revenus massifs et des emplois hautement qualifiés. Quatrième pilier, l'horlogerie de luxe. Rolex, Patek Philippe, Omega, les montres suisses représentent plus de 50% du marché mondial de l'horlogerie de luxe. C'est un symbole de prestige qui renforce l'image de la Suisse. Cinquième pilier, les crypto-monnaies et la fintech. La Suisse a intelligemment embrassé les nouvelles technologies. La région de Zug est devenue la crypto-vallée, attirant des centaines de startups blockchain. La Suisse veut être au centre de la prochaine révolution financière. Mais au-delà de ces industries,
il y a quelque chose de plus profond. La culture suisse elle-même. Les Suisses ont cultivé une réputation de précision, de fiabilité, de discrétion. Quand vous pensez à la Suisse, vous pensez à la qualité. Vous pensez à quelque chose qui fonctionne parfaitement. Cette image de marque vaut des milliards, mais la Suisse fait face à de nouveaux défis au XXIe siècle. Premier défi, la pression fiscale continue. Les organisations internationales, comme l'OCDE, veulent uniformiser les règles fiscales mondiales. Elles veulent éliminer tous les avantages fiscaux que des pays comme la Suisse peuvent offrir. C'est une bataille constante. Deuxième défi, la concurrence de Singapour. Singapour copie le modèle suisse, mais en Asie. Avec la montée de la richesse asiatique, beaucoup de milliardaires chinois, indiens et du Moyen-Orient préfèrent maintenant Singapour qui est plus proche géographiquement. Troisième défi, la réputation. Les scandales comme ceux de Crédit Suisse, qui s'est effondré en 2023 et a été racheté par UBS, ont terni l'image de stabilité absolue. Cela rappelle que même les institutions suisses ne sont pas invincibles. Quatrième défi, les nouvelles générations de riches. Les jeunes milliardaires de la tech, les entrepreneurs de la Silicon Valley, ils ont une mentalité différente. Ils ne valorisent pas nécessairement la discrétion de la même manière. Ils veulent de la technologie, de la rapidité, de l'innovation. La Suisse doit prouver qu'elle peut évoluer sans perdre son essence. Alors, quel est l'avenir de l'empire financier suisse? La vérité est que la Suisse a survécu à toutes les crises majeures des 200 dernières années. Elle a survécu aux guerres mondiales, elle a survécu à la guerre froide, elle a survécu à la fin du secret bancaire, elle survivra probablement aux défis actuels. Pourquoi? Parce que la Suisse ne mise pas sur un seul atout. Elle a construit un écosystème complet basé sur la stabilité, l'expertise et la qualité. Le monde aura toujours besoin d'endroits stables où placer les capitaux. Et tant que la Suisse maintient sa stabilité politique, sa neutralité et sa réputation de qualité, elle restera pertinente. Mais elle devra continuer à évoluer. Elle devra embrasser la finance numérique. Elle devra devenir plus transparente sur certains aspects. Elle devra attirer les nouvelles générations de riches avec des services innovants. L'empire financier suisse n'est plus caché comme avant, mais il est toujours là, toujours puissant, toujours indispensable. L'histoire de la Suisse est extraordinaire et révélatrice. Elle nous montre que, dans le monde de la finance, la confiance vaut plus que tout. La Suisse a construit sa fortune non pas sur les ressources naturelles, mais sur quelque chose de plus rare, la confiance absolue. Elle nous montre aussi que la neutralité peut être une stratégie gagnante. En refusant de prendre parti, la Suisse est devenue le partenaire de tout le monde. Elle nous enseigne que l'adaptation est cruciale. La Suisse aurait pu s'effondrer avec la fin du secret bancaire, mais elle s'est réinventée et reste le leader mondial. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de la Suisse, ne pensez pas seulement aux montagnes, au chocolat et aux montres. Pensez au véritable empire caché. Un empire qui gère plus d'argent que la plupart des pays n'en possèdent, un empire construit sur des siècles de stratégie, de discrétion et d'expertise. C'est un empire qui n'a pas d'armée conquérante, pas de colonies, pas de ressources naturelles extraordinaires, mais qui a quelque chose de plus puissant, la confiance du monde entier. Si cette vidéo vous a fasciné et que vous voulez comprendre comment fonctionne vraiment l'économie et la finance mondiale, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Nous publions chaque semaine des analyses approfondies sur les sujets qui façonnent notre monde. Mettez un like si vous avez appris quelque chose de nouveau et dites-moi en commentaire quel autre pays ou système financier aimeriez-vous que nous décortiquions. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse.